Bonjour, je m'appelle John Scott. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la voltige professionnelle et aux chevaux qui la pratiquent. Le cheval de voltige, aujourd'hui dans le monde des chevaux. Prenez toutes les règles de l'équitation. Avoir une bonne assiette au milieu de la selle, ne pas faire de mouvements brusques, monter et descendre du même côté. Et maintenant, imaginez que vous n'en respectez aucune. C'est ce que font les professionnels de la voltige. Les chevaux de voltige doivent être infaillibles, calmes, bien équilibrés et robustes. En fait, la voltige est peut-être la meilleure illustration dans l'univers équestre de la confiance qui doit régner entre le cheval et le cavalier. Jerry Deuce Phillips pratique la voltige au niveau professionnel depuis presque 40 ans. Pendant cette période, elle a participé à des spectacles dans le monde entier et joué dans plusieurs films. Au début de la carrière de Jerry, à l'époque où sa sœur Joy et elle étaient enfants, tout a commencé par une selle. Nous étions à une vente de chevaux à Calgary. Des amis à nous avaient cette selle de voltige. Quand ma sœur et moi l'avons vue, nous avons demandé à notre père de nous l'acheter. Nous ne savions pas vraiment à quoi elle servait, mais lui, oui. Il pratiquait le rodéo dans tous les États-Unis et il avait déjà vu de la voltige. Alors il nous l'a achetée. Cette selle est unique, comme on peut le voir. Elle se caractérise par un pommeau en acier devant et des croupières derrière. Nous utilisons différentes courroies pour les différentes acrobaties. Celle-ci sert à la position hippodrome et au pont arrière. On place ses pieds ici. On peut aussi avoir des poignées ici pour la traînade par la queue. De l'autre côté, en bas, on a une courroie pour la traînade suicide et une poignée pour la croix de Stroud. La sangle au poitrail est très importante car elle stabilise la selle. On s'y accroche avec les mains pour le poirier. Notre vie dépend de la selle. Par conséquent, elle doit être solide et de bonne qualité. Joy et Jerry Deuce n'avaient que 7 et 9 ans lorsqu'elles ont obtenu leur selle de voltige. Mais elles n'étaient plus des cavalières débutantes. Ces jeunes filles sont pratiquement nées sur une selle. Je viens d'une famille de stars de rodéo. Mes deux oncles ont gagné les championnats du Canada. Oncle Bob montait à cru. C'était un véritable champion. Il a remporté de nombreux prix. Mon autre oncle, Tom Deuce, montait les bœufs. Quant à mon père, Frank, il était cavalier de rodéo, un véritable cow-boy. En fait, une année, les trois frères Deuce ont remporté les championnats canadiens dans les 3 disciplines. Frank Deuce a donné quelques conseils à ses filles lorsqu'elles ont commencé la voltige. Mon père avait vu des spectacles de voltige aux États-Unis et il savait que les chevaux galopaient très vite tout autour de l'arène. Alors il nous a expliqué que nous devions faire courir les chevaux très vite. Nous nous sommes procuré un livre de Frank Dean intitulé « 144 manières de se rompre les os en pratiquant la voltige » et nous avons appliqué toutes ces règles à la lettre. Parfois, nous étions vraiment mal placés sur le cheval. Lorsque c'était le cas, nous faisions de très mauvaises chutes. Alors, nous essayions encore, dans une autre position. Nous étions courageuses. Et notre père nous encourageait en nous disant de recommencer encore et encore. Nous étions des enfants solides. Quand j'y repense, je m'étonne que nous soyons arrivés à l'adolescence. Les sœurs Deuce ont commencé la voltige sans jamais avoir assisté à aucun spectacle. Dès le début, elles se sont distinguées par la vitesse. Les courses au tonneau constituaient un très bon entraînement pour la voltige, parce qu'on devait aller à toute vitesse sur les chevaux, ce qui supprimait toute appréhension en voltige. On nous appelait les Deuce volantes à cause de notre vitesse. On nous a donné ce surnom au cours d'un spectacle de voltige dans les États du Midwest. Jusqu'alors, la voltige ne se pratiquait pas à une telle vitesse. Nous avons voltigé ensemble pendant des années. Nous avions commencé très jeunes. Je crois que nous avons travaillé ensemble jusqu'en 1988. Maintenant que sa sœur Joy vit aux États-Unis, Jerry Deuce Phillips fait ses spectacles en solo ou avec des cavaliers débutants qu'elle entraîne.
the sisters, the Flying Deuces of Joy, and Jerry, Joy Barlow, and Jerry Phillips. En voltige, la qualité du spectacle et la sécurité dépendent de la forme physique du cheval et du cavalier. Jerry Deuce Phillips maintient ses chevaux en forme en les faisant travailler sur sa belle propriété dans la vallée du Bow. Il y a une grande colline qui borde le fleuve, alors nous pouvons faire une longue randonnée tous les jours. Je monte de 45 minutes à 1 heure, principalement au trot. Je fais faire de grandes enjambées aux chevaux de voltige. J'estime qu'ils doivent être en excellentes conditions pour conserver la même vitesse durant les spectacles. Et pendant la dernière partie de l'entraînement, je les fais trotter sur la colline pour muscler leurs jambes. Depuis toujours, les chevaux de voltige de Jerry sont des hongres quarter horses. Nos tout premiers chevaux étaient d'excellents quarter horses. Mon père s'y connaissait en chevaux et il voulait les meilleurs. Mais nous étions exigeants sur la couleur. Nous avons commencé par des chevaux pie, puis nous avons changé. Cela fait des années maintenant que j'ai un palomino foncé. C'est mon préféré. Personnellement, je ne veux pas un cheval trop grand. Il doit faire 1m44, 1m45 au maximum. Je préfère qu'il soit musclé, plutôt massif, afin que je puisse me suspendre sur le côté sans lui faire perdre son équilibre. J'adore la couleur. Je pense qu'un cheval à la robe vive, ça ajoute au spectacle. Les hongres sont plus faciles à manier. De manière générale, ils ne rechignent pas à avoir quelqu'un sur leur arrière-main. Les juments ne sont pas toujours aussi faciles. Pour cette raison et pour leur tempérament, je pense que les hongres font de meilleurs chevaux de voltige. Pendant cette promenade, la jeune voltigeuse Nikki Commart monte un cheval appelé PJ. De son côté, Jerry monte Pal. Je possède un hongre palomino de 19 ans que j'appelle Pal. Je l'ai acheté car il ressemble au cheval de voltige que j'utilisais avant, PJ. Mais Pal était un peu comme un enfant gâté. Je l'ai obtenu à bas prix. C'était presque un cheval de type Mustang. Il n'aimait pas la compagnie des hommes. Il ruait, il mordait. Je ne l'ai acheté que pour sa robe. Quand PJ se blesse soudainement, Jerry doit rapidement entraîner Pal à la voltige. Je devais donner un spectacle à Wainwright le week-end suivant. J'avais 4 jours pour préparer un cheval inexpérimenté. J'avais un peu joué avec lui, mais sans l'entraîner réellement. Alors il a dû suivre un cours intensif. Je travaillais avec lui 3 fois par jour. Au spectacle, il s'en est très bien sorti. Mais c'est le genre de cheval qui regimbe et refuse d'entrer dans l'arène quand il a peur. Heureusement, je me suis toujours très bien entendue avec lui. Alors, au lieu de lui courir après, j'ai mis ma main sur son encolure, je lui ai accordé un moment, et puis je l'ai poussé, il a avancé sans plus hésiter. En fait, il était encore meilleur que PJ. Alors j'ai continué avec lui. Personne d'autre que moi n'arrive à l'attraper. Je peux aller au pâturage et le faire venir à moi sans problème, mais il ne laissera personne d'autre l'approcher, même dans le corral. Mon mari le déteste. C'est le genre de cheval qui rue et effraie tout le monde si on le met dans une stalle. Je peux faire tout ce que je veux avec lui. Je ne l'ai jamais vendu car je pense qu'il ne pourrait s'adapter à personne d'autre. Il n'existe probablement aucune méthode sûre pour apprendre la voltige. Commencer jeune sur un petit cheval est peut-être le meilleur moyen. Mais la solution la plus sûre consiste à suivre les conseils d'un professionnel. Jerry Deuce Phillips a entraîné de nombreux voltigeurs professionnels, dont Nikki Commart. Nikki et moi avons commencé en mars dernier. J'ai tout de suite vu qu'elle était courageuse. Quand elle a débuté, j'ai immédiatement décelé son potentiel et ses qualités de cavalière se sont considérablement améliorées depuis le premier jour. C'est très important. Il faut savoir faire corps avec le cheval.
J'aime les chevaux au grand cœur, les chevaux en qui je peux avoir confiance. Et je préfère apprendre à connaître le cheval avant de commencer à le monter pour la voltige. Elle a certainement beaucoup de cran, peut-être trop. Il faudrait qu'elle soit plus prudente, mais elle a un avenir prometteur. Aujourd'hui, nous allons travailler la position sur un pied. Tu vas faire cela pendant quelques tours et essayer de trouver ton point d'équilibre. Si tu pouvais lever la jambe, on aurait une très belle figure. Tu vas aussi pratiquer l'hippodrome plusieurs fois. Ensuite, on verra si tu peux t'entraîner pour la traînade suicide. Je pense qu'on peut tout passer en revue. D'accord. Est-ce que je pourrais exécuter ces figures que je t'ai montrées la dernière fois? Celle où je lève les jambes au-dessus de la selle et celle où je passe de l'autre côté. C'est une très bonne idée. De cette manière, nous aurons une plus grande variété au spectacle Dog Talks ce week-end. C'est très bien. Recommence. Voilà. La sangle de derrière stabilise la selle. Tu vas lui mettre les œillères afin qu'il se concentre sur son travail. De cette manière, il fera moins attention à moi. Il travaille mieux ainsi, car il regarde où il va et il suit la barrière. Avant, il regardait autour de lui et choisissait son propre chemin. C'est une astuce qui permet de le faire tourner dans l'arène. Bon, fais ta figure sur un pied. Concentre-toi sur l'angle et garde ta jambe en l'air. Essaie de ne pas la baisser. Travaille d'abord ton équilibre, puis tu passeras à la technique. Ok, c'est bon. Conserve la position. Concentre-toi. Continue, c'est très bien. Bon, tu vas recommencer la figure. Quand tu réussis à lever la jambe, Nikki, concentre-toi. Utilise ton bras droit. Fais travailler tes muscles. Pense à ton bras, à l'endroit où tu places ta main sur la crinière, plutôt qu'à l'endroit où se trouve ton pied. Fais-le avancer jusqu'au tonneau du milieu, puis fais-le tourner au galop. Je reste ici. Nous allons essayer de l'empêcher de couper. Lorsqu'on entraîne un élève, il faut faire attention de lui attribuer un cheval sûr. Il doit apprendre à gagner en confiance et à trouver son équilibre. Il ne peut pas chevaucher un animal en qui il n'a pas confiance. Fais-le à l'arrêt d'abord, pour comprendre le mouvement. Le cheval doit être très stable et solide pour permettre à l'élève d'apprendre. S'il apprend une technique, il ne doit pas avoir à s'inquiéter de ce que le cheval fait en dessous. C'est bien, PJ. Vous voyez, c'est exactement pour cela qu'il faut apprendre aux chevaux à s'arrêter dans l'angle. Il est déjà arrivé que mon cheval de voltige me sauve la vie. C'est la raison pour laquelle je suis très stricte sur la qualité des chevaux que je choisis et la course qu'ils suivent. Je les fais toujours s'arrêter net au coin de l'arène. De cette manière, s'il m'arrive un problème, je sais que le cheval s'arrêtera et que mes assistants pourront m'aider si nécessaire. On peut difficilement déterminer avec exactitude si un cheval de voltige est sûr ou pas. Lorsque nous étions à Strathmore, Nikki Commott a acheté un cheval. Elle voulait que Jerry le teste pour savoir s'il avait un bon potentiel pour la voltige. Le cheval s'appelle Bailey. Il faisait autrefois du rodéo. Tout l'art de Jerry Douce Phillips en équitation s'est exprimé quand, peu après avoir fait connaissance avec ce cheval, elle a exécuté des figures de voltige en le poussant à sa vitesse maximale. Je crois qu'il fera très bien l'affaire.
Il reste près de la barrière, hein? Oui, il fait ce qu'elle veut. Quand j'entraîne un cheval, je lui montre d'abord ce que je désire faire avec lui. Généralement, au pas ou à l'arrêt, je me mets dans toutes sortes de postures. Si ça ne le gêne pas, j'essaie au trot. Je commence au pas, je poursuis au trot, puis au petit galop. Je joue avec lui. Ensuite, quand il se sent en sécurité, je le fais accélérer et je tente des figures plus difficiles. Dans un sens, c'est peut-être un atout que Bailey ait été un cheval de rodéo. Ça m'aide beaucoup si le cheval a déjà participé à des foires ou à des spectacles et s'il a été en contact avec beaucoup de monde. Parce que le cheval de voltige doit s'habituer au public et au bruit. Qu'est-ce que tu en penses? Il a l'air bien. Il a vraiment bien supporté mon poids. Et la vitesse ne posera pas de problème. Il est peut-être un peu trop rapide pour toi, mais il finira par trouver la bonne cadence. Qu'est-ce que tu penses des œillères? Avec les œillères, il se concentrait sur la barrière. Il prêtait attention à ce qu'il faisait et il n'était pas tendu. Tu pourras le monter avec les œillères. J'ai trouvé qu'il restait bien sur le parcours et qu'il s'arrêtait quand il le fallait. Il a un bel avenir devant lui. L'hippodrome, la traînade suicide, la croix de Stroud, les noms des figures de voltige désignent à quoi elles ressemblent, qui les a inventées et comment on les exécute. Un cavalier trouve une idée et la met en application sur un cheval. Un autre cavalier la voit et la copie. C'est ainsi que les figures ont évolué de l'époque romaine à aujourd'hui. Parfois ça fonctionne et parfois pas. Jerry Deuce Phillips nous explique l'origine de certaines de ces figures et comment on les exécute. Au premier tour, je vais effectuer un saut simple. J'en ferai plusieurs. Cette figure doit son origine aux Cosaques. Ils ont vraiment imprimé leur style à cet exercice. En 1893, les Cosaques participent à l'exposition universelle de Chicago. Ils enthousiasment le public en sautant sur la selle depuis n'importe quelle direction. Après ce spectacle, il ne faut pas longtemps aux Américains pour maîtriser les figures et les modifier à leur goût. Il faut jeter la jambe par-dessus le pommeau, en se tenant des deux mains, toucher les pieds au sol et prendre de l'élan. J'utilise la force de mes bras pour remonter. C'est une figure de force difficile à exécuter pour une femme. Elle est plutôt réservée aux hommes. Si on est une femme, il faut vraiment être forte. La deuxième figure, c'est le poirier, avec la tête en bas sur l'encolure. Il faut plonger par-dessus le pommeau, se tenir au surfait ici, puis remonter les pieds en gardant la tête en bas tout autour de l'arène. Là encore, il faut de la force car la figure repose avant tout sur les bras. Ma troisième figure s'appelle le pont arrière. Je crois que c'est l'américaine Nancy Bragg qui l'a inventée. Elle requiert une certaine habileté acrobatique. Je place mes pieds dans ses poignets, ma main gauche ici, et je me penche en arrière pour faire le pont. La souplesse est très importante. Je finis par ma figure préférée. On l'appelle la croix de Stroud, car c'est l'Américain Leonard Stroud qui l'a inventée. Il faut placer la jambe dans la courroie. On coince le pied droit dans la poignée et le pied gauche dans l'étrier. Ensuite, on positionne son corps à angle droit par rapport au cheval. On a ainsi une vue magnifique sur le public. Et on descend vers le sol lorsque le cheval court très vite. C'est super. Même si l'on suit un entraînement très sérieux, il va sans dire que la voltige est parfois dangereuse. La voltige peut s'avérer dangereuse si les conditions sont mauvaises. Je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée à la Calgary Stampede. Une fois, il n'a pas cessé de pleuvoir durant toute une semaine. Il pleuvait tous les jours et l'arène est devenue très boueuse. On nous disait de ne pas nous approcher des pistes car le ciment affleurait à force de dégager la boue. Mais on ne peut vraiment pas dicter la course à suivre aux chevaux. Quand on part, on leur laisse toute liberté. J'étais sur le point de faire une croix de Stroud. Mon cheval a pivoté, démarré, puis glissé pour se retrouver juste devant le couloir des veaux. Et il a fait une chute. Moi, je suis tombée avec lui.
Je ne pouvais pas m'éjecter car mes deux pieds étaient tout bonnement coincés. Il a cassé sa bride et sa sangle. J'étais presque assommée parce que je suis tombée sur la tête. Lee a immédiatement sauté dans l'arène et redressé le cheval. J'imagine qu'il avait eu très peur. Il s'est précipité et il a simplement remis le cheval sur pied. Ensuite, nous avons tout remis en place et je suis repartie. Pendant ce même spectacle, ma sœur exécutait une traînade de Fender et elle s'est cognée devant les couloirs. Son cheval a glissé et est tombé. Elle a alors fait un dérapage de 9 mètres sous l'eau. On ne la voyait plus. Et pendant ce temps, vous vous dites que ce sera bientôt votre tour en piste. En certaines occasions, on ne peut pas éviter la chute. Parfois, on se fait très mal, mais il n'y a rien à faire, il faut en passer par là. Quelques semaines avant notre visite chez Jerry Deuce Phillips, Nikki Comart et Jerry avaient participé au rodéo de Ponoka, où elle portait de vieux vêtements de cow-boy. Lors d'une cascade avec clown et pistolet, Nikki a pu entrevoir les dangers de sa profession. Heureusement, le cheval et la cavalière sont sortis indemnes de leur chute. Peu de temps après, Nikki était heureuse de remonter à cheval à Strathmore. J'aime le danger. C'est quelque chose que j'apprécie parce que c'est un travail que je fais sur moi-même et non plus simplement avec le cheval. Pour les voltigeurs, toutes les heures et les années d'entraînement ont pour objectif le spectacle. Il faut distraire le public. Qu'il s'agisse d'un spectacle à cheval ou d'un rodéo, rien ne me distrait plus que les figures exécutées par un bon voltigeur rapide. Sans l'ombre d'un doute, Jerry Deuce Phillips est l'une des meilleures. La jeune Nikki Comart, âgée tout juste de 16 ans, a certainement un très bel avenir devant elle. J'aimerais conclure en effectuant un vol de Stroud ou une traînade de Billy Cook, mais il vaut mieux laisser cela aux professionnels, Jerry Deuce Phillips et Nikki Comart. Vous comprenez maintenant comment l'intelligence et l'équilibre d'un cheval permettent d'offrir un tel spectacle.
Peu après l'implantation des chevaux en Amérique, amenés par les bateaux de Christophe Colomb, une tradition équestre se développa au sein des populations autochtones. Grâce aux chevaux et aux bisons, les populations des Premières Nations connurent un âge d'or, en chassant à travers les plaines du centre de l'Amérique du Nord. Les chevaux de ces populations autochtones, hier et aujourd'hui, voilà le sujet de ce nouvel épisode de World of Horses, présenté par votre serviteur, John Scott. Il y a de cela 50 ou 70 millions d'années, vivait l'Hyracotherium, un cheval de la taille d'un lapin qui vivait en plein cœur de l'Amérique du Nord. Avec le temps, 3 de ses 4 doigts disparurent pour laisser place à un unique sabot porteur. L'animal grandit et sa forme changea pour devenir le cheval que nous connaissons aujourd'hui. Le cheval finit néanmoins par disparaître d'Amérique du Nord. Les seuls survivants furent ceux qui avaient traversé le pont terrestre de Bering vers l'Asie. Mais grâce aux conquistadors espagnols qui en ramenèrent sur leurs bateaux, la race se développa à nouveau. Il existe différentes légendes sur la façon dont les autochtones auraient découvert les chevaux. Selon l'une d'entre elles, un jeune orphelin aurait entendu parler de mystérieux chiens élans qui vivraient dans le sud du pays. On les appelait ainsi car ils étaient aussi grands qu'un élan et pouvaient tirer des travois et transporter ainsi de la marchandise comme les chiens. Pour prouver ses dires à son peuple, le jeune orphelin décida de se rendre dans le sud, dans l'espoir de pouvoir ramener quelques chiens élans avec lui. Le voyage fut long, mais il arriva à bon port. Immergé au milieu d'un immense lac, il découvrit un campement au sein duquel se trouvaient des chiens élans. Certains étaient montés par des hommes et filaient plus vite que le vent. Il demanda la permission d'en emmener un avec lui. On lui répondit que s'il rentrait chez lui sans jamais se retourner, les chiens élans le suivraient. On lui avait dit vrai. Dès l'instant où le peuple indigène rencontra et apprivoisa le cheval, un lien très fort unit cet animal à l'homme. Et c'est encore le cas aujourd'hui. La fierté de savoir monter, l'amour des chevaux et la joie liée aux nombreuses formes de divertissement que propose le cheval, voilà l'héritage transmis à des générations entières de populations autochtones. Aujourd'hui, la majorité des indigènes ne dépend plus des chevaux pour gagner leur vie. Mais l'animal reste néanmoins un facteur économique important pour beaucoup. Marvin Yellowhorn fait partie de la nation des Pikuni, ou Péganes, dans le sud-ouest de la région d'Alberta. Avant le XXe siècle, les Pikuni formaient avec les Kaнаï, les Siksika et les Tsuut'ina la puissante confédération des Pieds Noirs. Aujourd'hui, Marvin entraîne des chevaux et est passé pro dans l'art du lancer de l'assaut. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je passais presque toutes mes journées à cheval. À l'époque, on montait principalement à cru. Notre matériel se limitait au strict minimum. On mettait juste une bride à notre cheval, on grimpait dessus et on était prêt pour la journée. L'été, on se servait de nos chevaux pour notre propre plaisir. On les utilisait pour descendre la vallée, on allait nager, on mangeait des baies toute la journée et on chassait le bétail qu'on trouvait près des rivières. Certains membres de ma famille étaient propriétaires de nombreux chevaux. Ils les faisaient participer à des courses hippiques et aussi parfois à des rodéos. Je passais beaucoup de temps à les observer. J'essayais d'en apprendre quelque chose, mais surtout, j'étais ébahi de voir qu'ils possédaient des chevaux aussi beaux. On me dit parfois que je selle mes chevaux du mauvais côté. Mais si un cheval s'habitue à ce qu'on s'occupe de lui toujours du même côté, on risque d'avoir des problèmes par la suite avec l'autre côté. Pourtant, je veux que mes chevaux soient aussi à l'aise des deux côtés. Vous voyez la différence? Ce cheval-là, il a l'habitude qu'on s'occupe de lui, alors il lève la jambe avant même que j'ai le temps d'arriver. En grandissant, les études et la carrière de Marvin Yellowhorn l'obligent à s'éloigner des chevaux.
Mais il y a 6 ans, l'envie de relever un nouveau défi sportif le pousse à revenir, le rodéo. Vu mon caractère, je ne me voyais vraiment pas sur un parcours de golf en train de taper dans une petite balle. Alors j'ai décidé de revenir aux sources et de reprendre mes marques dans l'univers du cheval. Après un cours de management au Lethbridge Community College et des ateliers de perfectionnement avec des grands noms de l'équitation tels que Locke Deuce et John Lyons, Marvin s'oriente vers le lancer de l'assaut et le dressage de chevaux. La jument alezane que j'utilise pour la compétition a 9 ans. Je l'ai achetée sur un champ de course quand elle avait 3 ans. Je l'ai montée et entraînée pendant 2 ans avant de la faire participer à une compétition. Quand je monte un cheval et que je dis « Oh, il est censé s'arrêter », et je voudrais aussi lui apprendre que quand je fais un bruit de bisou, ça veut dire qu'il doit accélérer. À travers les exercices que je leur fais faire, les chevaux apprennent avant tout que lorsqu'ils font ce que je leur demande, ils sont plus détendus. Alors que s'ils ne prêtent pas attention à moi, ils risquent de se retrouver très vite dans une situation inconfortable pour eux. Si jamais le cheval décide qu'il n'a plus envie de courir, il ne peut pas s'en aller pour autant puisqu'il est dans un enclos fermé. Une fois qu'il aura compris qu'il est coincé, il va se dire « Bon, je devrais faire ce que ce type me demande, comme ça je serai moins nerveux. » Là, j'accélère un peu pour vous montrer le résultat final. Elle doit me suivre partout. Si jamais elle se déconcentre et qu'elle s'éloigne, je n'ai qu'à taper contre ma cuisse. Elle sait que ça veut dire qu'elle doit se reconcentrer. Quelle que soit la direction dans laquelle je vais, elle doit me suivre. Oh! Oh! Selon le cheval qui l'entraîne, Marvin a des objectifs différents. Dans le cas de Sweet Baby Saint, le but était d'en faire un pro pour le lancer de l'assaut. Le cheval qui l'entraîne en ce moment s'appelle Final Flair. Aujourd'hui, il l'entraîne pour le rodéo, mais selon lui, son avenir est ailleurs. Final Flair est le plus jeune des 2 chevaux que j'entraîne en ce moment. Je vais lui faire faire quelques exercices de base et je ne le laisserai s'arrêter qu'une fois dans son box. Cette méthode d'entraînement lui permet d'accepter plus facilement d'aller dans son box et de le considérer comme un endroit de détente et de repos. Ce cheval vient également d'un champ de course. Il y a passé 4 ans et il avait la mentalité d'un cheval de course. Il n'a pas été facile à apprivoiser, mais il a fait d'énormes progrès. Un dresseur de chevaux gagne sa vie en achetant, en entraînant et en revendant ses chevaux. Une fois que Final Flair aura achevé son apprentissage, il deviendra donc la possession de quelqu'un d'autre. Mais dans le cas de Sweet Baby Saint, la situation est différente. Marvin compte garder cette excellente jument pour faire du lancer de l'assaut. Il n'a pas l'intention de se séparer d'elle avant un bon moment. Étant donné qu'elle est issue d'une lignée de chevaux de course, je suis sûr de ne pas me faire distancer. Même si le bouvillon est coriace, elle sait qu'elle doit me permettre de l'attraper et elle va tout donner pour m'aider à y parvenir. Mais en général, elle s'y prend tout en douceur. Le lancer de l'assaut est une affaire d'équipe. Il faut offrir à son partenaire la meilleure chance d'agir et le plus vite possible. Le fait qu'un cheval soit capable d'apprendre tout ça et qu'il puisse le mettre en pratique en l'espace de 5 à 10 secondes, je trouve ça remarquable. Ça m'a prouvé qu'un cheval est capable d'apprendre n'importe quoi tant que vous êtes patient et que vous prenez le temps de le lui apprendre. Sandra Crowchild, de la nation des Tsuutina, est propriétaire d'un ranch, dresseuse de chevaux et participe à des courses de barrel racing. Aujourd'hui, elle ne se charge plus de l'entraînement des plus jeunes, mais elle s'occupe personnellement de mettre la touche finale à l'apprentissage de ses chevaux de barrel racing. Sandra Crowchild est très douée avec les chevaux et elle le doit majoritairement à sa culture et à sa famille. Dans ma culture, on est persuadé que pour s'entendre au mieux avec un cheval, il faut absolument le respecter.
Si vous ne respectez pas votre animal, il ne vous respectera pas non plus. Ça fait partie des enseignements et des traditions de ma culture. Le respect est la toute première règle qu'on nous apprend. C'est bon, les filles. On fait une pause. Je parle beaucoup à mes chevaux. Ma voix, mes gestes, ma façon de me déplacer, en gros, ce qui me définit en tant que personne, seront mes meilleurs outils pour les entraîner. Quand j'arrive au sein du troupeau parmi tous les chevaux, je ne dois pas avoir le rôle de l'agresseur. Quand ils viennent vous accueillir, il faut leur dire bonjour aussi, les caresser, les laisser vous sentir. Souvent, les poulains viennent respirer votre haleine. Et ils vous reconnaissent grâce à votre odeur. Après ce moment consacré à se dire bonjour, s'ils se montrent gentils avec vous, il faut toujours se montrer gentil en retour. Si vous observez un troupeau en liberté, vous vous rendrez compte qu'il y a toujours parmi eux une jument dominante. Tout le monde doit respecter sa place au sein de la hiérarchie sociale. Les Indiens ont tout de suite compris que lorsqu'ils voulaient déplacer un troupeau, il fallait d'abord déterminer qui était la jument dominante. Quand je rejoins le troupeau, je n'essaie pas d'interférer avec la jument dominante, j'essaie juste de trouver ma propre place. Je leur fais comprendre que je suis là pour les entraîner, mais aussi que, s'il le faut, je me chargerai de les réprimander. Je dois les remettre à leur place si jamais ils m'attaquent et essaient de m'attribuer un rôle plus bas sur l'échelle sociale. Je dois réussir à m'imposer et à obtenir un statut qui me mette au même niveau que la jument dominante. Quand ils atteignent l'âge de 3 ans, je confie certains de mes poulains, ceux qui ont le meilleur potentiel, à des personnes qui partagent les mêmes idées que moi. Ils les gardent généralement pendant 1 an. Ils les montent pendant une 60aine de jours, puis ils les mettent au repos. Une fois qu'ils ont commencé l'entraînement en rond de longe et qu'ils ont passé du temps à s'exercer avec Marvin, je les récupère et j'apporte la touche finale à leur apprentissage. Sandra apporte ainsi sa connaissance des chevaux à l'art de l'entraînement. Mais ces techniques peuvent se révéler assez inhabituelles. J'aime y aller en douceur. La majorité des dresseurs font tout de suite courir leurs chevaux. Moi, je passe des mois à les faire marcher et trotter. Et une fois qu'ils connaissent le parcours, qu'ils sont capables de le faire seuls et de tourner autour des tonneaux, là, j'introduis la vitesse. Pendant l'entraînement, la meilleure façon pour que le cheval reste concentré et puisse effectuer un tour autour du tonneau, c'est de le faire reculer d'1 ou 2 pas. Ensuite, je lui fais relever la tête et je lui demande très gentiment de faire le tour. Il aime serrer le tonneau de près et je le laisse faire parce que de cette façon, quand il ira plus vite, il ne cherchera pas à renverser le tonneau, mais bien à le contourner. Quand Sandra fait prendre de la vitesse à son cheval, elle prend garde à varier les allures et à limiter le nombre de tours pour que sa monture reste concentrée et alerte. J'ai remarqué que beaucoup de cavaliers qui s'entraînent pour le barrel racing sont tellement contents quand ils réussissent leur parcours qu'ils veulent remettre ça. Alors que moi, je pense que si on y arrive bien une fois, autant s'en contenter et féliciter son cheval. Une fois que l'entraînement est terminé, je reste là un moment et je les laisse face au tonneau pour qu'ils réfléchissent. Ensuite, je les fais avancer au pas pour finir le parcours et terminer l'entraînement, pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas toujours à le faire en courant. Quand je les entraîne avec les tonneaux, ils sont très lucides. Ils savent qu'ils vont devoir travailler dur et ils savent ce qu'ils ont à faire, mais ils sont confiants et ils ne s'inquiètent pas. Ils sont prêts à me donner le meilleur d'eux-mêmes. Une fois l'entraînement terminé, quand ils ont bien travaillé, je les caresse pour qu'ils sachent que je suis satisfaite. Et une fois qu'on a fait notre petit tour au pas, je descends, je desserre sa sangle, et là, il sait qu'il a terminé. Je crois que si les Amérindiens apprennent si jeunes à s'occuper des chevaux, c'est parce que cela va avec nos croyances sur la terre et sur les animaux. On nous apprend que l'on doit respecter tout ça, que l'on doit comprendre ce qui nous entoure et que l'on doit apprendre à vivre harmonieusement avec les autres êtres et les animaux, comme notre Créateur l'avait prévu.
Quand les premiers arbres ont été plantés ici en 1877, il n'y avait que des chevaux et un peu de bétail dans la région. Depuis 3 générations, la famille Calfrobe, de la nation Siksika, se consacre à entraîner des pur-sangs aux courses de vitesse. Ed Calfrobe est le patriarche de la famille. J'avais 5 ans quand mon père m'a acheté mon premier cheval. Il avait une robe pie et j'avais aussi une selle. Mais je n'étais encore jamais monté à cheval. Mon père a demandé à ce qu'on fasse venir un cheval pie avec une selle flambant neuve. On m'a fait grimper dessus et je suis tombé. Je pleurais, mais mon père m'a attrapé et m'a remis en selle. Je crois que j'ai bien dû tomber à 4 ou 5 reprises ce jour-là. Je me souviens que mon père m'a dit « Tu dois savoir monter, si jamais tu veux réussir dans ce milieu. » Je ne voulais plus tomber. Alors j'ai persisté, je me suis accroché. Environ 1 mois plus tard, je savais parfaitement monter à cru, sans selle. On pourrait presque dire que je suis né sur un cheval. J'ai passé ma vie à cheval. C'est comme ça chez les Amérindiens. Tout comme Marvin Yellowhorn et Sandra Crowchild, Ed Calfrobe tient sa connaissance des chevaux de la communauté dans laquelle il est né, mais aussi de personnes extérieures à sa tribu. J'ai acquis de l'expérience en travaillant avec des gens en dehors de ma réserve, comme Jim Marr par exemple. Et j'avais aussi un autre ami indien qui montait également des pur-sangs et qui s'appelait Jim Monroe. Jim a toujours été là pour nous apprendre à nous occuper des chevaux. Le plus important, c'est de bien s'occuper de leurs jambes. C'est primordial pour les chevaux de course, leurs jambes. Il faut en prendre bien soin. Jim nous a appris beaucoup de choses. Par exemple, si vous avez l'impression que votre cheval boite un peu, conduisez-le jusqu'à une rivière et laissez-le s'y tremper les jambes. On ne voit plus personne faire ça de nos jours. Ed Calfrobe a pris soin de transmettre ses connaissances en matière de chevaux à sa famille. À son fils Noran, qui entraîne des pur-sangs de course, et à son petit-fils Sean, cavalier outrider. Mon père m'a appris à respecter les chevaux parce que si vous voulez pouvoir les monter et les faire travailler pour vous, il vaut mieux que le cheval soit heureux et en bonne santé. Il sera nettement plus efficace de cette façon. Personnellement, je pense que quand un cheval doit participer à une course, s'il se sent bien et qu'il est en pleine forme, il donnera tout ce qu'il peut pour vous. Sean Calfrobe vient aider son grand-père à entraîner ses chevaux de course dès qu'il le peut. Mais il a un autre centre d'intérêt, les courses de chariot. Sean est l'un des 10 meilleurs outriders au monde. J'ai eu mon premier vrai cheval quand j'avais 9 ou 10 ans. C'était un poney Shetland qui s'appelait Chubby. Tous les jours, quand je rentrais à la maison, il ruait. C'est comme ça que j'ai appris à monter. Il ruait sans arrêt. Mais ça m'a appris à trouver mon équilibre et à prendre confiance en moi en selle. Quand j'ai participé à ma première course, je me suis entraîné sur un cheval qui s'appelait Patient Hustler et qui venait de la côte. En gros, c'est lui qui m'a tout appris. Il m'a appris comment le monter, comment le faire galoper. Il me faisait partager ses humeurs. On était devenus comme 2 amis. C'est une passion qui grandit de jour en jour. Il faut apprendre à aimer ce qu'on fait. Et moi, j'adore ce que je fais. Il a bien galopé aujourd'hui, Sean? Pas mal. Ça aurait pu être mieux. Il s'est beaucoup agité aujourd'hui, non? Oui, un petit peu. Il devait se sentir en forme. Tous les cavaliers amérindiens à qui nous avons parlé soutiennent que le cheval est un animal très intelligent. Selon eux, le cheval rend service à l'homme en le laissant le monter. Nous lui devons donc le plus grand respect. Tous parlent de ce que le cheval leur a appris, et non pas l'inverse. Il faut se montrer patient et attentionné. Ne pas être trop autoritaire, mais savoir quand même se faire obéir. Si vous ne faites pas preuve de gentillesse et que vous ne comprenez rien aux chevaux et que vous ne leur témoignez aucun respect, n'espérez pas qu'ils vous respectent en retour. L'important dans tout ça, c'est cette possibilité qui vous est donnée de prendre soin de quelqu'un d'autre que vous-même. Ça vous apprend à tenir vos engagements. Vous n'avez pas le choix. Un cheval a besoin qu'on le nourrisse et qu'on lui donne à boire. Il demande beaucoup de soins. Il ne sera performant que si vous vous occupez bien de lui. Pendant un certain temps, Marvin Yellowhorn a participé à un programme visant à faire venir à la réserve des jeunes de la ville en difficulté.
On leur apprenait alors les bases de l'équitation. Pour certains de ces gosses, c'était la première fois qu'ils acceptaient de s'ouvrir. Même si c'était à un animal et non pas à une personne, c'était tout de même une première étape. Et le processus devenait plus simple par la suite pour qu'ils acceptent de parler à un conseiller ou à une tierce personne. Ils acceptaient enfin l'idée de s'ouvrir à quelqu'un d'autre. C'était vraiment génial. Une légende indienne veut que quand le Créateur nous a placés sur Terre avec tous les animaux, il savait que l'homme aurait besoin d'un ami. Il savait qu'on aurait besoin d'un animal pour nous aider. Mais étant donné que l'homme n'était pas une espèce très gentille, aucun des animaux ne voulait l'aider. Mais le cheval, lui, s'est proposé et a aidé l'homme. Le lien entre les peuples autochtones et les chevaux est toujours aussi fort. C'est une source de fierté et ça fait partie de leur identité. Il se pourrait bien qu'un nouvel âge d'or entre l'homme et le cheval ne fasse que commencer.